Bonjour à tous, merci d'être présents donc, pour ce webinaire sur le volet numérique du Ségur en santé. C'est un webinaire qui vous est proposé en collaboration avec l'assurance maladie et l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, ainsi que le GRAD. Donc, pour me présenter, je suis Marion Bulto, chargée d'accompagnement sur le volet numérique du Ségur en santé, et je vais laisser ma collègue se présenter également. Bonjour, Marion Bichet, chef de projet Ségur, donc au sein du GRAD, pour les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous souhaitions vous présenter le GCS. Nous sommes un groupement régional d'appui au développement de la e-santé, d'où le nom GRAD. Et notre objectif est de mettre en œuvre la stratégie régionale de e-santé, ainsi que la feuille de route nationale Ma Santé 2022. Nous sommes au service de nos adhérents et nous sommes missionnés également par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui va financer les projets régionaux. Nous sommes actuellement une équipe d'une quarantaine, voire même d'une cinquantaine de professionnels qui sont à votre service sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, dans l'objectif de vous informer, de vous sensibiliser, de vous accompagner à la définition de votre organisation au travers des sujets de la e-santé. La finalité de notre mission va être d'apporter une meilleure coordination, une meilleure efficacité et une fluidité dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Concernant la présentation d'aujourd'hui, nous vous proposons dans un premier temps de faire un focus sur le volet du Ségur, le volet numérique du Ségur en santé, qui ici a pour but de vous présenter le contexte de ce programme. Nous parlerons ensuite des services socles, également appelés piliers du Ségur, sur lesquels s'appuient les dispositifs mis en place sur le volet numérique du Ségur en santé. Dans un troisième temps, nous vous présenterons le rôle des acteurs régionaux dans le Ségur, c'est-à-dire les rôles communs que nous avons avec l'assurance maladie, avec l'Agence régionale de santé et nous en tant que GRAD. Dans un quatrième temps, nous vous parlerons des principes de financement des dispositifs mis en place. Et dans un cinquième temps, vous pourrez accéder à quelques liens utiles et également quelques contacts pour nous contacter si vous avez un besoin sur le volet numérique du Ségur en santé. Alors, concernant le contexte du Ségur, c'est un investissement historique de 2 milliards d'euros au service de la numérisation du parcours de soins. L'objectif est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé, mais aussi avec les usagers. C'est un programme qui vient alimenter Mon Espace Santé, dont on reparlera par la suite, mais dont l'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir un espace et une vision complète de son parcours de soins et in fine qu'il soit mieux soigné. Pour cela, il faut l'implication de tous, d'où le programme Ségur qui vient aider les professionnels de santé et du secteur médico-social à atteindre cet objectif. Ces 2 milliards se répartissent d'une part en 1,4 milliard pour le partage des données de santé sur 3 ans et d'autre part 600 millions destinés au secteur médico-social avec un programme sur 5 ans. Ce plan est financé à 100% par le plan de relance et résilience européen. Donc, en fait, c'est l'Europe qui va financer ce programme. Et pour vous donner une idée de la marche à franchir, on souhaite passer de 10 à 250 millions de documents échangés numériquement par MSS ou via le DMP en 2 ans. Donc, d'ici à 2023, et puis évidemment, pérenniser ces usages. Alors, aujourd'hui, qui est concerné par le Ségur ? C'est un programme co-construit avec les professionnels de santé et les éditeurs de logiciels. Différentes catégories d'acteurs de l'offre de soins ont été identifiées et regroupées en couloirs. Donc, on va voir le couloir des laboratoires de biologie, des cabinets de radiologie, les établissements de santé, donc dit les hôpitaux donc pour les couloirs, les ESMS, donc établissements médico-sociaux, les officines et les professionnels de santé libéraux. Alors ici, je vais préciser pour les professionnels de santé libéraux, ça inclut toute la médecine de ville, donc les médecins libéraux dans les cabinets, généralistes ou spécialistes, les médecins qui exercent dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les médecins qui exercent dans les centres de santé. C'est également en cours de définition pour le secteur paramédical et les autres professions médicales. Donc maintenant, je vais vous parler des services socles.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous rappeler ou de vous informer qu'il y a plusieurs services et référentiels socles sur le Ségur qui vont donner lieu à des exigences spécifiques. Donc, on va retrouver 2 services socles, que sont le DMP, donc le dossier médical partagé, qui permet le stockage des données de santé des patients, et la messagerie sécurisée de santé, qui va permettre l'échange entre les professionnels de santé, mais aussi l'échange avec les citoyens. On va le voir plus tard. Et ensuite, on aura la partie référentiel socle, qui regroupe l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui va permettre d'identifier un patient et de référencer les documents, donc notamment dans le DMP, avec la bonne identité patient. Et ProSanté Connect, qui est un système d'authentification qui va permettre aux professionnels de santé et du secteur médico-social de s'identifier à leurs services numériques de façon sécurisée selon 2 moyens d'authentification, la carte physique CPS et l'application ICPS. On va y revenir. Pour bien comprendre, l'objectif de ces services et référentiels socles, c'est de renforcer d'une part la sécurité des systèmes d'information de santé, mais aussi de développer l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information de santé et les différents professionnels et acteurs qui vont intervenir tout au long du parcours de l'offre de soins. Alors pour commencer, un focus donc sur l'INS, qui est une identité unique, officielle et pérenne, propre à chaque personne. Donc, elle va se composer du NIR, qui est le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, qui ressemble, mais n'est pas tout à fait identique au numéro de sécurité sociale, car par exemple, pour un enfant, il sera rattaché au numéro de sécurité sociale de ses parents, mais il aura bien un NIR à la naissance. Donc ici, on va vraiment parler du NIR et non du numéro de sécurité sociale. L'identité INS, donc, elle est composée en plus de ce matricule de NIR de 5 traits d'identité, que sont le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance, définis par le code INSEE. Et donc, ces traits d'identité ne vont pas évoluer au cours de la vie. Cette identité INS, elle provient des bases de référence nationales gérées par la CNAM. Et donc, en fait, c'est à l'aide d'un téléservice INSEE qu'on va pouvoir récupérer cette INS dans ce logiciel métier et l'indiquer sur les documents concernés. Donc, ce sera par exemple lors de l'admission d'un patient qu'on va procéder à l'appel au téléservice et la vérification d'identité pour ce qu'on va appeler qualifier l'INS. L'objectif est de s'assurer de la bonne identité du patient, et ce, partout là où il va aller, et que les documents soient bien enregistrés dans le DMP du bon patient. Excusez-moi. Ensuite, on va avoir ProSanté Connect et la carte ICPS, donc qui est le prolongement de la carte CPS physique. C'est un service similaire à France Connect, pour ceux qui connaissent, et qui nous permet de nous connecter à différents services via un identifiant unique. C'est un moyen qu'ont les acteurs de santé d'attester de leur identité à partir d'un référentiel opposable. Ce référentiel opposable, c'est les données de l'annuaire santé. Donc, le professionnel de santé ou du médico-social pourra utiliser la méthode d'identification de son choix. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Donc, soit la carte CPS, soit la carte ICPS, la carte dématérialisée, pour se connecter aux différents services qui sont raccordés à ProSanté Connect. Donc, actuellement, pour information, le nombre de services raccordés est de presque 120, sachant qu'il y en a encore environ 300 qui sont en cours de raccordement, et notamment le DMP pour ceux qui se posaient la question. En conclusion, ce service apporte une manière unifiée et sécurisée pour les professionnels de santé de se connecter à leurs services numériques en santé. Concernant la ICPS, qui est un des moyens de se connecter aux différents services, on vient de le voir, c'est un moyen d'authentification qui va se retrouver sous la forme d'une application mobile, donc qu'on télécharge sur les stores, et qui va permettre la connexion de l'utilisateur sans avoir besoin de sa carte physique. Donc, il va falloir l'activer une première fois. Et une fois qu'elle sera activée, elle permettra, grâce à un code PIN, de se connecter aux différents services autorisés à ProSanté Connect. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'usage, surtout en cas de mobilité. Après, en revanche, cela nécessite une connexion Internet ou au moins un réseau 4G. Par exemple, pour vous connecter à votre logiciel métier, vous utilisez un login mot de passe ou une carte CPS que vous êtes obligé de connecter via un lecteur. Et bien là, il va y avoir un nouveau moyen d'authentification plus facile et sécurisé. Alors, on a vu les services, les référentiels socles. On va passer au service socle. Donc, on va commencer par la messagerie sécurisée de santé. Donc, il faut le comprendre pas comme une seule messagerie, mais comme un ensemble de messageries intégrées à un espace de confiance.
Cet espace de confiance, il va permettre aux professionnels de santé d'échanger entre eux par mail de manière simple et sécurisée les données personnelles de santé des patients et dans le respect de la législation en vigueur. L'enjeu, et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'échange de données personnelles de santé ne doit pas se faire au travers de messageries ordinaires non sécurisées comme Gmail ou Orange. En plus du mail classique, ces messageries vont évidemment permettre l'échange de documents en pièce jointe. On va avoir plusieurs opérateurs de messagerie. Donc, de même que Gmail, Orange, Outlook, tous ces opérateurs vont pouvoir communiquer entre eux tant qu'ils font partie de cet espace de confiance. Comme opérateur, on va avoir l'Agence nationale de santé, qui va proposer sa solution Mailiz, utilisée par beaucoup de professionnels du secteur. Nous, en tant que GRAD, nous avons aussi notre solution régionale, qui est e-santé mail, accessible pour les professionnels ou les structures adhérentes au GRAD des Pays de la Loire. Et puis, il existe d'autres éditeurs de solutions privées où les établissements peuvent même être leur propre opérateur de solutions. L'assurance maladie, l'ARS, le GRAD des Pays de la Loire, on participe tous aux initiatives nationales sur la MSS qui nous permet d'accompagner au mieux les structures sur ce sujet par des retours d'expérience, etc. Ensuite, le dernier pilier socle du Ségur dont on va parler, c'est le DMP, donc le dossier médical partagé. En fait, il faut le voir comme un carnet de santé numérique du patient qui va être confidentiel et non obligatoire pour tout bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. Ce dossier, il va permettre aux patients de partager ses données médicales avec les professionnels de santé, du médico-social ou à l'hôpital, ou bien lors d'une consultation ou encore en cas d'urgence. Les professionnels vont avoir la possibilité soit de consulter le DMP, soit d'ajouter des documents qui leur semblent importants pour la prise en charge du patient. Ce que je peux préciser ici, c'est qu'en tant que professionnel de santé, vous pouvez ajouter tout type de documents sans même l'accord du patient. Mais pour la consultation, il faudra l'accord du patient, sauf en cas d'urgence. Dans tous les cas, le patient aura accès à l'historique des professionnels qui se seront connectés à son dossier. Donc ça, c'est important. Son objectif est de favoriser la coordination entre tous les professionnels de santé du secteur et qui va permettre aux patients de faciliter sa prise en charge médicale, encore une fois, vraiment, surtout en cas d'urgence. C'est une composante maintenant de mon espace santé, ce qui me permet de faire une transition vers la slide suivante. Donc, mon espace santé s'inscrit dans la feuille de route Ma Santé 2022. C'est un nouveau service public qui a été lancé officiellement le 3 février, là tout récemment, et qui va permettre aux patients de stocker et de partager ces données en toute sécurité afin d'être mieux soignés. Alors, depuis son lancement, en fait, il est en cours de création département par département, selon l'ordre chronologique. C'est-à-dire que tous les citoyens reçoivent un mail ou un courrier pour la création de leur compte. Et l'espace santé sera ouvert automatiquement 6 semaines plus tard, 6 semaines après la réception de ce courrier, sauf en cas d'opposition du patient. Juste pour information, la Loire-Atlantique était un des 3 départements pilotes en fin 2021 et c'est plus d'1 million d'espaces santé qui ont été créés. Donc, dans cet espace, on va avoir 4 grandes fonctionnalités. On va retrouver notre DMP. Donc, pour information, le patient est le seul à avoir accès à l'ensemble de l'espace santé et le professionnel n'aura accès qu'au dossier médical, le DMP. Et l'historique des anciens DMP sera évidemment repris dans ce dossier médical. On va retrouver également une messagerie sécurisée, dite messagerie citoyenne, messagerie sécurisée de mon espace santé, qui va permettre au patient de communiquer avec son équipe de soins. Donc, tout citoyen aura une messagerie sécurisée qui prendra la forme de matriculeins@patient.mssanté.fr. Alors, il est important de préciser que la conversation sera à l'initiative du professionnel de santé, qui pourra également clôturer la conversation quand il le souhaite. Mais le patient ne pourra pas contacter un professionnel de santé directement de son propre chef. Ensuite, on aura 2 autres briques, mais qui ne sont pas encore en ligne. Il s'agit de l'agenda, qui est une agrégation des événements liés au parcours de soins de l'usager, notamment tous ses rendez-vous médicaux. Et puis un catalogue de services, donc un store qui va permettre aux patients d'accéder à différentes applications de santé qui seront référencées et certifiées par l'État. Alors, pour vous résumer dans l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, donc, ce schéma représente vraiment toutes les interactions. En fait, on voit ici le patient mis au centre du système avec donc son DMP et puis maintenant mon espace santé et les différents acteurs de l'offre de soins qui gravitent autour et qui pourraient échanger via la MSS, aussi bien entre eux qu'avec le patient.
On aura également la transmission de documents vers le DMP qui seront estampillés avec l'INS. Et puis, on voit aussi que chacun se connecte à ces différents services via ProSanté Connect, qui permet une authentification forte et sécurisée. Donc, on retrouve vraiment ici l'ensemble des services et référentiels socles et comment ils s'articulent entre eux. Pour vous donner quelques chiffres sur les pays de la Loire, pour l'INS, donc l'Identité nationale de santé, on a un petit peu plus de 188 000 appels qui ont été faits au téléservice INSI sur le mois de novembre. C'est-à-dire qu'on a ramené l'INS sur un document ou un flux de données. Et la répartition de ce nombre d'appels, c'est environ 31% concernant les établissements sanitaires et 57% pour les médecins libéraux. Pour les officines, alors ce n'est pas précisé ici, mais on remarque une très forte croissance sur le nombre d'appels ces derniers mois. Concernant le DMP, le dossier médical partagé, on a un petit peu plus de 48 000 DMP qui ont été alimentés en Pays de la Loire, ce qui représente 90 000 documents déposés dans ces DMP. Et à date, on a environ 1,2 million de DMP créés en Pays de la Loire. Alors, comme je vous le disais, la Loire-Atlantique a été département pilote dans la phase d'expérimentation, ce qui a engendré l'ouverture de plus d'1 million de DMP de manière automatique. Maintenant que la phase de généralisation est lancée pour le reste des départements, on va voir ce chiffre augmenter considérablement dans les semaines qui arrivent. Pour la MSS, donc la messagerie sécurisée de santé, 87,5% des établissements de santé sont raccordés en Pays de la Loire. 57% des professionnels de santé libéraux sont équipés d'une messagerie sécurisée de santé. Et on a environ 150 000 messages envoyés par mois par les établissements sanitaires en décembre. Concernant ProSanté Connect, actuellement, on est à 11,3 millions d'authentifications via ce système sur le mois de janvier, sur la France entière. Ce sont 118 services qui sont raccordés, avec, comme je vous le disais, encore environ 300 qui sont en version de test avant d'être raccordés officiellement. Pour le DMP, ce sera normalement courant 2022. Et enfin, le taux d'adoption de la ICPS en Pays de Loire est d'environ 13%. Voilà pour les chiffres. Je vais maintenant vous parler du rôle des acteurs régionaux, donc que nous, en tant que GRAD, mais avec l'assurance maladie et l'ARS, en fait, on va avoir des actions conjointes. Et donc, voici un petit peu une liste des actions qu'on peut proposer. Donc, elles se regroupent en 4 grands axes: sensibilisation, conseil expertise, relation avec les différents acteurs et renforcement de la cybersécurité. Tout d'abord, sur la sensibilisation, alors en quoi ça consiste? Ça via des moyens génériques de communication, la mise en place de webinaires comme celui qu'on vous présente, qu'on vous propose aujourd'hui, puis des actions de communication un peu plus spécifiques, par exemple des flyers, et des séances de questions-réponses qu'on est en train de mettre en place. On va pouvoir aussi faire du spécifique selon les besoins de chacun, directement auprès des structures, des fédérations ou des URPS. C'est-à-dire que si vous avez une question ou un besoin particulier, vous pouvez nous contacter et nous demander qu'on intervienne pour un sujet en particulier. Ensuite, on aura une partie conseil et expertise. Donc, d'abord, un accompagnement technique et organisationnel sur le déploiement de ces 4 services socles, que sont le DMP, la MSS, INS et ProSanté Connect. Également, l'animation de groupes de travail qui sont faits avec différents acteurs du territoire afin d'identifier et de déployer les usages de ces services. C'est-à-dire qu'on met autour de la table différents professionnels pour les faire travailler ensemble sur des cas d'usage concrets et identifier les cibles d'usage et définir un plan d'action pour atteindre ces cibles. On pourra vous aider dans la relation auprès de vos éditeurs pour la relecture de devis, par exemple, notamment dans le cadre des financements Ségur que Marion va nous présenter juste après. Et puis, on va avoir la création d'un centre de ressources dédié à l'interopérabilité pour vous permettre de bénéficier de conseils d'expertise sur ce sujet-là en particulier, car on sait que c'est une ressource rare, d'où l'intérêt de la mettre en commun. Concernant la relation avec les différents acteurs, donc on va être l'interface avec les instances aussi bien nationales, régionales ou départementales, ce qui va permettre notamment de partager des retours d'expérience, de remonter les problèmes du terrain national, mais aussi d'organiser des groupes utilisateurs sur des sujets en particulier pour identifier les leviers et les freins à l'utilisation de
de cet indicateur, enfin de ce pilier en particulier, et puis de remonter les informations tout au long de l'avancement du projet au national. Et enfin, la dernière brique concerne le renforcement de la cybersécurité. Donc, on met à disposition des outils de sensibilisation, comme par exemple la mise en place d'un escape game sur la santé numérique, le Santescape, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, mais aussi des vidéos, des affiches, etc. Et dernièrement, on va contribuer à la formation des structures, à leur montée en compétences, à travers, via des ateliers ou des communications spécifiques sur la cybersécurité. Voilà pour nos actions. Je vais maintenant relaisser la main à Marion pour le financement du Ségur. Merci Marion. Alors oui, donc je vais vous parler des différents principes dispositifs donc de financement mis en place dans le cadre du Ségur numérique. Pour commencer en introduction, concrètement, on va retrouver deux grands types de financement. Un premier financement qui est nouveau, qui est le financement à l'équipement. Donc, concrètement, c'est un financement qui est versé aux éditeurs pour qu'ils se mettent en conformité au niveau de leur logiciel pour être compatible avec les services socles qu'on a vus de manière assez générale. Et ce, pour qu'ils vous installent la version qu'ils auront référencée, c'est-à-dire qui sera conforme aux exigences demandées. Donc ça, c'est première partie des financements dont on va parler juste après. Comment se déroule ce financement? Dans un deuxième temps, on a ce qu'on appelle des financements à l'usage, donc qui sont liés à l'atteinte de cibles d'usage, d'indicateurs sur l'utilisation de ces services socles. On va retrouver donc différents programmes selon le type de profession ou le type de structure. Donc, pour les établissements de santé, c'est ce que nous allons voir, c'est ce qui se nomme le programme SENES. Pour les professionnels de santé qui exercent en libéral principalement, tout dépendra des accords conventionnels qui seront signés. Nous parlons ici en particulier de la médecine de ville pour les médecins libéraux avec l'avenant 9. Nous avons également pour les ESMS, donc les établissements et services médico-sociaux, ce qu'on nomme le programme ESMS numérique qui s'imbrique avec le Ségur également. Donc, dans un premier temps, sur les slides qui suivent, nous allons voir la partie financement à l'équipement, qui est versée aux éditeurs. Alors, donc, le financement à l'équipement, c'est la prise en charge de la prestation de passage à une version logicielle référencée Ségur. Ce financement se fait directement aux éditeurs qui vont réaliser cette prestation Ségur pour le compte d'un établissement ou d'un professionnel de santé ou de médico-social. Pour chacun des couloirs qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les acteurs concernés par le Ségur pour le moment, il a été identifié différents types de logiciels métiers qui sont un usage courant. Et l'identification de ces types de logiciels ont permis de définir des spécifications, des exigences propres à chacun, pour permettre aux éditeurs de se conformer justement à ces exigences de compatibilité pour être référencés. Pour clarifier un petit peu le sujet, en fait, la compatibilité est demandée avec le DMP, donc le dossier médical partagé, le fait de pouvoir faire l'appel au téléservice INSI et de pouvoir qualifier l'INS sur les dossiers patients, sur les documents et les flux de données. On a également le fait de pouvoir se connecter à son outil via ProSanté Connect. Et on a également le fait de pouvoir converser et échanger via messagerie sécurisée de santé, aussi bien professionnelle que citoyenne. Alors, en termes de fonctions, de typologie de logiciel métier, donc pour chacun des couloirs, il peut exister une ou plusieurs fonctions logicielles en fonction des usages qui vont donner lieu pour chacune à des exigences. Je prends un exemple pour que ça soit plus parlant. Je vais prendre deux exemples même. Pour le cas de la médecine de ville, donc le couloir médecine de ville, on va avoir la fonctionnalité logicielle qui est appelée le LGC, le logiciel de gestion de cabinet. Donc, c'est le logiciel classique utilisé dans les cabinets, dans les MSP ou les centres de santé, qui permet d'avoir le suivi des patients et le dossier patient. Ça va concerner des fonctionnalités générales. On ne va pas, dans le cadre du Ségur, financer la mise à niveau de types de logiciels, on va dire, spécialisés, dans de la médecine spécialisée, par exemple.
Donc là, c'est pour donner un exemple sur la médecine de ville. Si je prends pour le couloir hôpital, donc pour tout ce qui est établissement sanitaire, les fonctions logicielles sont par exemple ce qu'on appelle le DPI, donc le dossier patient informatisé. Donc l'éditeur va pouvoir référencer sa version logicielle qui a cette fonctionnalité-là. Il va également pouvoir référencer ce qu'on appelle le référentiel d'identité, donc le RI, qui est souvent géré donc, par la gamme ou par la GAP dans les établissements. Donc voilà, c'est pour vous donner des idées de fonctionnalités logicielles. Et donc ça, elles sont propres à chaque pôle. Ce qu'il faut comprendre également dans le cadre de ce financement, c'est qu'il ne va pas venir se substituer à la relation déjà existante au niveau contractuel entre vous et votre éditeur. Donc c'est la relation contractuelle qui est existante et la prestation Ségur est une prestation à part qui vient voilà, s'ajouter, mais qui ne se substitue pas à cette relation. Concrètement, le financement, en fait, il se découpe, il se déroule en 2 processus. Un premier de référencement Ségur qui concerne là les éditeurs, donc où vous n'intervenez pas en tant que tel. Donc, c'est le fait de se conformer, voilà, de développer informatiquement l'ensemble voilà, des attentes techniques et fonctionnelles. Et dans un second processus, ça va être la phase d'installation logicielle et de formation qui se fait en collaboration avec les établissements et les professionnels de santé et où vous avez des actions là, vous aussi, à mener. Je vais détailler donc, sur cette slide les 2 processus pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair. Donc, l'étape 1 de référencement, je vais passer rapidement dessus. Tout simplement, là, c'est l'éditeur qui va déposer une candidature de référencement, qui va devoir déposer certaines preuves pour confirmer voilà, qu'il répond aux exigences. Et ensuite, l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, va lui attribuer ou non le référencement sur une version du logiciel et sur un type de fonctionnalité. C'est important de bien comprendre que c'est sur une version et sur un type de fonctionnalité. Dans un deuxième temps, et ou en parallèle, donc l'éditeur et vous allez prendre contact, votre éditeur et vous, pour obtenir potentiellement cette version référencée, si l'éditeur se fait référencer. Donc, ça va donner lieu à la rédaction de devis. Il faut savoir que ces devis ne doivent seulement inclure que la prestation Ségur. Il ne doit pas y avoir d'autres fonctionnalités ajoutées. C'est vraiment un devis spécifique Ségur qui n'inclut que les fonctionnalités propres au Ségur, qui sont détaillées dans les exigences demandées. Suite à la rédaction de ce devis, si vous acceptez donc d'obtenir cette version référencée, vous aurez un bon de commande donc à signer. Donc c'est là que vous allez intervenir en tant que client de l'éditeur. Donc il va falloir signer ce bon de commande pour déclencher une partie du financement pour l'éditeur. Suite à la signature de ce bon de commande, on va avoir toute la phase de réalisation de la prestation, donc la montée de version avec la mise à jour voilà, du logiciel avec la version référencée Ségur. Il y a également la formation donc, auprès des professionnels qui seront amenés à utiliser la solution, qui doit être faite dans cette partie-là. Suite à cette phase, il est demandé au client, donc vous, de signer ce qu'on appelle une VA, donc une validation d'aptitude qui pour faire simple, en fait, valide le bon fonctionnement tout simplement des exigences demandées, que le système, que le logiciel fonctionne comme il faut et que ce qui était demandé dans le cahier des charges en termes d'exigences soit complet. Donc, suite à ça, suite à cette signature, là, l'éditeur va pouvoir toucher le reste du financement de la prestation Ségur. Donc, en fait, vous avez vraiment 2 étapes où vous devez intervenir d'un point de vue réglementaire, la signature du bon de commande et la validation d'aptitude à signer. Ce qui est important ici à bien noter, c'est que l'éditeur peut vous faire signer un bon de commande alors qu'il n'est pas encore référencé. C'est autorisé et ça donne lieu à certaines précisions de la part de l'éditeur à apporter sur le délai entre la signature du bon de commande et le moment où il sera référencé. Voilà, il a des délais à respecter dans ce cas-là. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait envisageable. Alors, donc, concrètement, je vous parle de prestation Ségur. Qu'est-ce qui est inclus dans cette prestation? Quel est son périmètre? Donc, elle va couvrir 6 dimensions.
Elle va couvrir la licence d'utilisation, c'est-à-dire de la version sur le périmètre couvert par le DSR. Donc ça, assez classique. Ça va couvrir les frais d'installation, de configuration, de qualification. Ça va également inclure la maintenance corrective du périmètre couvert par le DSR. Donc là, c'est-à-dire que alors, il faut bien que vous ayez un contrat de maintenance corrective mis en place initialement dans les contrats initiaux. C'est bien pour ça qu'il y ait cette précision sur le fait que ça ne se substitue pas au contrat. Eh bien, ce contrat, on va dire, s'il engendre un surplus, va être pris en charge dans le cadre du Ségur. On a une partie d'accompagnement à l'obtention d'un certificat logiciel de type organisation. Donc, quand nécessaire, c'est-à-dire que ça ne va pas concerner tous les couloirs, tous les acteurs. Ici, les couloirs qui sont concernés par cet accompagnement de l'éditeur va concerner le couloir de la biologie, le couloir de la radiologie et les centres de santé. Tout simplement parce que les procédures sont un petit peu différentes d'obtention que pour un schéma classique pour un établissement, par exemple. Donc, vous pouvez demander à votre éditeur de vous accompagner sur cette partie-là. Ensuite, on a le suivi du projet, la livraison de la documentation associée, donc assez classique, puis la formation des professionnels de santé. Donc, c'est ce que je vous disais, l'éditeur a une obligation de vous former aux nouvelles fonctionnalités. Il faut savoir que cette formation peut prendre un format en présentiel avec un formateur. Ça peut également être du e-learning, du webinaire. Donc, à voir avec l'éditeur comment est prévue cette formation, sous quel format. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'elle ne finance pas aussi, la prestation Ségur. Donc, elle ne finance pas l'acquisition d'une boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé, donc MSS. C'est à vous de faire l'acquisition de ce type de boîte aux lettres. Ça ne va pas non plus prendre en charge les coûts d'infrastructures additionnels, donc qui pourraient éventuellement être nécessaires pour l'installation de la version référencée. Je prends le cas où vous avez plusieurs versions de retard par rapport à la dernière version qui, elle, va être référencée. Et bien là, l'éditeur peut vous faire un devis de mise en conformité, un devis de prérequis, si je puis dire, avant de pouvoir obtenir cette version que là, vous aurez à payer. Ça ne va pas prendre en charge non plus les coûts associés à un changement complet de logiciel. Donc, indépendamment des évolutions propres à chaque type de logiciel. En fait, là, l'idée, c'est à voir avec vos éditeurs actuels pour obtenir une version référencée. Si vous souhaitez changer complètement de solution, vous le pouvez. Il n'y a pas de, vous pouvez la changer, mais ça ne sera pas pris en charge. Le coût de changement ne sera pas pris en charge. Seul sera pris en charge la licence d'utilisation couverte sur le périmètre du DSR. Donc, voilà un petit peu sur le périmètre, sur la prestation Ségur. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir un petit peu au niveau des dates, du calendrier, comment se laisse dérouler. Donc, pour la première vague, donc là, on est en plein dedans, cette première vague de financement à l'équipement. Donc, ça va, ici, ce qui va être important, c'est que vous sachiez que les éditeurs ont jusqu'au 15 mai 2022 pour candidater, pour déposer leur dossier de candidature au référencement de leur type de logiciel. Vous, en tant qu'établissement, en tant que professionnel, vous avez jusqu'au 15 juillet 2022 pour commander la prestation Ségur, c'est-à-dire pour signer le bon de commande qu'on a vu précédemment dans le process. Cette partie va concerner le couloir établissement sanitaire, va concerner le couloir biologie et radiologie et également médecine de ville. Pour le couloir officine et le couloir ESMS, les dates sont décalées étant donné que les instructions ont été publiées il y a peu. Alors, ensuite, l'installation, c'est-à-dire la phase de montée de version, puis de formation, elle a lieu jusqu'au 15 octobre 2022. Cette installation, elle est conditionnée en fait à la signature de la VA, donc de la validation d'aptitude, que vous devez signer pour valider le bon fonctionnement de l'outil. Un délai est accordé pour les établissements sanitaires, donc pour le couloir hôpital jusqu'au 31 décembre 2022, qui nécessite une gestion, on va dire, un petit peu plus conséquente.
Idem pour le couloir officine et le couloir ESMS qui sont décalés également au vu de la parution des instructions en décalé. Donc, pour faire simple, vous avez jusqu'au 15 juillet 2022 pour commander la version logicielle référencée Ségur, pour vraiment que vous ayez les dates en tête. Alors, donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment le financement à l'équipement. C'est un petit peu la nouveauté, en fait, finalement, de ce qui existait jusqu'à présent. L'objectif étant d'inciter, il n'y a pas d'obligation, hein, l'objectif étant vraiment d'inciter les éditeurs à avoir des solutions, des outils qui se conforment voilà, en termes d'interopérabilité à ce qui est demandé, de pouvoir se connecter à ces services, donc à ces services et référentiels SOC, dans l'objectif de tout simplement de faire que mon espace santé fonctionne et qu'il y ait réellement un usage aussi bien du côté des professionnels, des établissements que du côté du citoyen. Dans un deuxième temps, nous allons donc voir maintenant le financement à l'usage, les différents financements à l'usage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des financements qui sont corrélés les uns aux autres. Vous pouvez tout à fait candidater aux financements à l'usage qui vous sont propres en fonction de votre secteur et ne pas avoir de logiciel référencé Ségur. Voilà, les deux ne sont pas dépendants. Alors, donc les financements à l'usage. Donc, ce sont des financements forfaitaires conditionnés à l'atteinte de cibles d'usage. Ils sont versés directement aux acteurs de l'offre de soins et mis en œuvre, en fait, tout simplement au travers de leviers qui sont déjà existants pour certains. Ce seront des programmes qui vont vous parler ou complémentaires, mais totalement indépendants. Dans un premier temps, donc pour les établissements de santé, pour le couloir, si je puis dire, établissement sanitaire, hôpital, on va avoir le programme SONES, donc Ségur usage numérique en établissement de santé, qui en fait est dans la continuité du programme Open, qui là doit plus vous parler. On a pour tout ce qui est médecins libéraux, l'avenant 9 à la convention médicale qui a été signé entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, et qui donc ici prévoit une modification en fait du forfait structure, donc qui là aussi est déjà existant. Concernant donc les établissements et services médico-sociaux, c'est le programme ESMS numérique qui est déjà en cours et qui prévoit lui le déploiement d'une solution dite dossier usager informatisé DUI dans les structures médico-sociales. Donc on va faire un focus sur chacun de ces trois financements. Alors le premier, l'avenant 9 pour les médecins libéraux. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, en été 2021, cet avenant a été signé avec différents objectifs, dont un en particulier sur le numérique, qui est là pour accompagner justement le virage numérique de la médecine de ville. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner financièrement les médecins libéraux dans l'usage des outils numériques. Ici, ces outils numériques sont le volet médical de synthèse, la MSS, donc messagerie sécurisée de santé, aussi bien professionnelle que citoyenne. Il y a également le DMP, l'alimentation du DMP, puis deux autres services, la e-prescription et l'application carte vitale également, qui sont inclus dans les usages des médecins libéraux. Alors, concrètement, sous quelle forme cela se passe? C'est une évolution des forfaits structure. Donc, c'est ce qu'on voit dans les trois petits encarts en bas de page. Le volet 1 du forfait structure va évoluer à partir de 2023. Et c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il sera demandé ici à ce que les médecins aient un logiciel de gestion de cabinet, le LGC, référencé Ségur. C'est une des conditions. Elle n'est pas obligatoire pour le moment sur l'année 2022, mais dès 2023, ça conditionnera le versement en fait, du reste du forfait structure. D'où l'intérêt, si vous êtes médecin en libéral, de voir avec votre éditeur pour commander une version de votre logiciel référencé Ségur avant le 15 juillet 2022, qu'on a vu dans les dates précédentes. Pour le volet 2 du forfait structure, qu'est-ce qui sera demandé en termes d'usage? Ce seront des financements associés à l'usage des services numériques DMP MSS à partir de 2022, d'alimenter à tant de pourcents les DMP de la patientèle, etc. Et à partir de 2023 seront inclus d'autres indicateurs à l'usage sur la e-prescription et la PCV, mais qui ne sont pas encore en vigueur. Ce qui représente à peu près plus ou moins 2 000 € de revenus supplémentaires sur 2022, puis sur 2023 à travers ce volet 2 forfait structure.
Donc ça, c'est juste une évolution de ce qui existait déjà. Ensuite, on a un nouveau forfait qui s'appelle forfait d'élaboration initiale du volet de synthèse médicale et qui là est un forfait one-shot qui aura lieu jusqu'à mi-2023 et il ne sera pas, l'idée ce n'est pas qu'il perdure dans le temps. Donc là, ça va concerner les médecins traitants qui auront des financements s'ils élaborent en fait les volets de synthèse médicale de leur patientèle en ALD et qui l'envoient vers le DMP du patient. Et ce, d'ici mi-2023. Donc, ce qui est demandé et ce qui est mieux en termes de toute façon d'usage, c'est de faire ces volets de synthèse médicale au format structuré, ce qui permettra également de toucher des financements plus élevés. Donc voilà concernant l'avenant 9 pour la médecine libérale. Pour les autres, ça concerne aussi également le couloir radiologie sur le volet 2 du forfait structure, entre autres, ici. Et pour la biologie, il y avait déjà des avenants qui avaient été signés et qui, en fait, sont reconduits sur l'usage du DMP, entre autres, sont reconduits au moins jusqu'à fin 2022. Donc, de ce côté-là, pour les autres professions libérales, c'est encore en cours de définition. Alors, donc maintenant, concernant le programme SUNES, donc là, ce sont les financements à l'usage dédiés pour les établissements sanitaires. Donc, ces financements sont conditionnés au respect de critères d'éligibilité et à l'atteinte de prérequis. Ce sont, de manière assez générale, quasiment les mêmes que pour Open, avec quelques ajustements pour coller au Ségur numérique. L'objectif est le même, c'est d'encourager l'usage des outils socles, l'INS, le DMP, la MSS, en lien avec l'ouverture de mon espace santé. C'est un programme qui est dans la continuité de Open, donc, et tous les établissements de santé sont éligibles. Si par le passé, vous avez eu des financements hôpital numérique pour Open, vous pouvez tout à fait candidater au programme SUNES. C'est au niveau régional, en fait, ce sont les ARS qui vont piloter, qui vont chapeauter en fait, le programme avec la DGOS et la DNS. Alors, donc, qu'est-ce qui est attendu dans ce programme? Donc, pour faire très simple, il y a deux volets, deux catégories de cibles à atteindre. Une qui va concerner l'alimentation du DMP, le fait de pousser certains types de documents dans le DMP. Et un autre volet qui va concerner l'alimentation, l'usage de la messagerie professionnelle et citoyenne, la MSS. Sur le volet 1, l'alimentation du DMP, vont être concernés certains types de documents. Donc, les documents indiqués dans le domaine documents de sortie. Donc, ça va concerner la lettre de liaison de sortie, les ordonnances de sortie et les comptes rendus opératoires quand il y a une activité chirurgicale. Ça va concerner également les comptes rendus de biologie et les comptes rendus d'imagerie si l'établissement possède un plateau technique ou un laboratoire de biologie propre. Concernant l'usage de la MSS, ça va en fait concerner finalement l'usage, l'envoi de documents via messagerie sécurisée de santé professionnelle, donc pour envoyer vers d'autres professionnels de santé. Ça va également concerner l'envoi de mails aux citoyens, aux patients, et un dernier usage qui va ici concerner en fait la présentation de la messagerie sécurisée de santé citoyenne et les cas d'usage pressentis en CME, en commission médicale d'établissement, ou assimilés en fonction du type de structure. Alors, donc, concrètement, en termes de candidature, en termes de planning, on va retrouver donc deux périodes de candidature qui seront distinctes pour la MSS et pour le DMP. Alors, donc, pour le volet 1 DMP, donc, vous avez à chaque fois, sur chacune des fenêtres, c'est un système de fenêtres, vous avez 2 mois pour candidater, c'est-à-dire pour répondre aux prérequis qui sont demandés dans le cadre du programme. Ensuite, l'ARS sélectionne les candidatures donc, sur une durée de 4 mois. Et ensuite, vous avez 6 mois pour mesurer l'atteinte de ces cibles d'usage. Si vous candidatez, donc là, ici, on voit le bleu foncé, si vous candidatez à la fenêtre 1, donc là, qui est passée, donc sur septembre et octobre, vous devez atteindre les cibles d'usage sur la fenêtre 1. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais atteindre fin de fenêtre 2. Donc, vous devez candidater dans la fenêtre à laquelle vous allez faire la mesure des cibles d'usage. Donc là, c'est le fonctionnement idem pour la MSS, ce sera la même chose, en décalé d'une fenêtre. Donc la prochaine fenêtre, ici, ouvre en mars 2022, donc c'est la fenêtre 2 pour l'alimentation du DMP.
donc la fenêtre 2, et la fenêtre 1 pour la partie usage de la MSS. Ce qui est important ici de noter, c'est que si vous candidatez, plus vous candidatez sur une fenêtre loin dans le temps, moins vous aurez de financement et plus les cibles seront difficiles à atteindre. Donc, c'est-à-dire que les cibles, les taux à atteindre seront de plus en plus élevés sur chaque fenêtre et les financements seront dégressifs sur chacune des fenêtres également. Donc, voilà un peu le fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez le mois de... Donc là, on arrive au mois de mars bientôt. Donc sur mars et avril, vous pouvez candidater si vous le sentez sur la partie alimentation du DMP. Vous pouvez également candidater sur la partie usage de la MSS. Donc voilà, si vous savez que vous êtes en capacité d'atteindre les cibles d'usage, eh bien, vous pouvez tout à fait déposer un dossier de candidature. Sachant que l'ARS vous accompagne aussi voilà, pour le suivi de votre candidature. Alors, donc, troisième programme qui s'appelle le programme SMS numérique. Donc, c'est un programme qui, en fait, ici, vise à développer les usages du numérique au bénéfice des usagers dans les ESMS. Et c'est ce qu'on disait tout en introduction, c'est des crédits vraiment mis en œuvre de grande envergure, 600 millions d'euros sur 5 ans, dans l'objectif d'améliorer en fait aussi bien la qualité des accompagnements dans une logique de parcours, mais également d'améliorer la connaissance des personnes accompagnées et de leurs besoins. Donc, en termes d'objectifs, en fait, l'élément central du programme, c'est le DUI, le dossier usager informatisé, qui se veut interopérable et à terme, dans la version, devra être référencé Ségur. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des ESMS d'acquérir, de se doter d'un DUI interopérable pour pouvoir échanger des données via le DMP et la MSS, mais également pour pouvoir partager l'information avec les professionnels du secteur sanitaire, mais aussi avec l'usager. On va voir qu'il y a différents types de financements qui sont proposés. Donc, c'est un petit peu particulier dans le cadre du programme SMS numérique, c'est pour ça qu'on fait un focus un peu à la fin sur ce programme. On a donc des projets de financement sur un projet d'acquisition ou mise en conformité sur l'acquisition d'une solution DUI et à laquelle va venir s'ajouter d'autres financements dans le cadre du Ségur qu'on va voir juste ici. Donc, pour faire assez simple, ici, dans la partie programme SMS numérique, en point 2, en gros, il y a la possibilité d'obtenir un financement à l'équipement qui la permet d'acquérir en fait ou de se mettre en conformité avec la solution DUI déjà existante. Ce sont des financements qui sont déjà en cours, qui ont déjà donné lieu à des phases d'amorçage et on arrive en phase de généralisation. Ces financements-là sont directement versés aux porteurs projets dans le cadre du programme SMS numérique. On va avoir à terme également ce qu'on appelle les financements à l'usage, donc ce qu'on a vu pour les autres couloirs qui vont dépendre en fait de ce programme SMS numérique et qui dépendent en fait de l'acquisition ou de la mise en conformité du financement à l'équipement. En parallèle, et c'est un peu la nouveauté, c'est qu'il y aura également la possibilité, donc là à partir de maintenant, de février 2022, d'obtenir un financement à l'équipement pour les éditeurs cette fois-ci, pour que vous puissiez obtenir une version dite référencée Ségur. Donc en fait ici, vous avez la possibilité d'acquérir une version DUI si vous n'en aviez pas, c'est un petit peu l'idée. Mais en plus, vous avez dans un second temps, si elle n'est pas cette version que vous venez d'acquérir référencée Ségur, vous avez la possibilité également à terme d'obtenir une version directement dite référencée Ségur. Donc voilà un petit peu sur le programme SMS numérique, sur les différents dispositifs mis en place. Alors donc là, on vient de vous expliquer finalement l'ensemble des dispositifs, des programmes de manière assez générique, hein, bien sûr. On n'est pas rentré dans le détail et dans l'ensemble des spécificités de chacun, mais ça vous permet déjà d'avoir une vision assez globale sur ce qui peut vous être proposé. Sur cette slide, en fait, vous retrouvez tout simplement ici quelques liens. Alors, le lien utile ici, c'est le site de l'ANS, en fait, de l'Agence du numérique en santé. Donc, vous avez le chemin d'accès indiqué qui recense l'ensemble des informations sur le Ségur que vous pourrez avoir par programme et par couloir.
Si également vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique sur les sujets du Ségur, sur les services socles qu'on a vu et référentiel socle qu'on a vu en introduction, vous pouvez nous contacter au grade. Donc, on a une boîte mail ici que vous voyez en bas, accompagnement-ségur@isanté-pays-de-la-Loire.fr qui nous permet de se mettre en relation sur ces sujets-là. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter également sur ce mail. Donc, on a fini pour ce webinaire. Je vous remercie et puis j'espère que cela vous aura permis d'obtenir un petit peu plus d'informations et un petit peu plus de clarté sur l'ensemble du Ségur numérique. Merci beaucoup.